Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel une délégation de la fondation chinoise GX. La première dame supervise le lancement du cadre national pour l'intelligence artificielle au service de l'école républicaine. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de préparer la deuxième phase du programme de développement de la ville de Nouakchott. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel de Nouakchott une délégation de la fondation chinoise GX, présidée par son président, Lug Chun-Ying. Ont assisté à la rencontre le ministre chargé du cabinet du président de la République, M. Nani Ould-Chrouqa, le ministre de la Santé, M. Mohamed Mahmoud Ould Ali Mahmoud, et le chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Mohamed Ould Ghabr. Côté chinois, ont également assisté à la rencontre son Excellence M. Tang Song-Dong, ambassadeur de la République populaire de Chine, accrédité dans notre pays, ainsi que des membres de la Fondation. La première dame, Dr Mariam Mohamed Fadel Ould Daddah, a supervisé ce mardi au Centre international de conférences Mokhtar Ould Daddah de Nouakchott le lancement du cadre national pour l'intelligence artificielle au service de l'école républicaine, visant à promouvoir l'utilisation des technologies de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'éducation. Dans son discours, la première dame a précisé que le lancement de ce programme témoigne de la volonté politique affirmée de notre pays de figurer parmi les nations pionnières en matière d'intégration responsable et structurée de l'intelligence artificielle comme outil de soutien et de développement d'une éducation inclusive. Aminata Khan nous en dit plus. Au Centre international de conférences Mokhtar Ould Daddah, le cadre national pour l'intelligence artificielle au service de l'école républicaine a été lancé, rehaussé par la présence de la première dame, Dr Mariam Fadel Daddah. Ce cadre vise à promouvoir l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation pour étendre leur application et mettre en place un système intégré de coopération et de coordination entre les acteurs publics, privés et académiques. Ainsi, il permettra à notre pays de se positionner comme un chef de file régional en matière d'utilisation sûre et responsable de l'intelligence artificielle au service de l'éducation. La première dame, Dr Mariam Fadel Daddah, s'est dit heureuse de présider cet important événement qui marque le lancement d'un ambitieux programme national dédié à l'utilisation optimale de l'intelligence artificielle, expliquant dans ce cadre que ce programme témoigne de la volonté politique claire de notre pays d'être à l'avant-garde des nations adoptant une intégration responsable et structurée de l'intelligence artificielle comme outil de soutien et de développement d'une éducation inclusive. La première dame a souligné que l'IA, avec ses perspectives éducatives prometteuses, doit être guidée par une approche humaine et éthique mise au service du système éducatif de manière à garantir la protection des filles, faciliter l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap et faire d'elle un vecteur d'équité et non d'exclusion. À la première dame d'ajouter que l'adoption de l'IA au service des écoles publiques exige une prise en compte des défis potentiels, notamment ceux liés aux enfants, tels que l'absence des garanties pour protéger les interactions éducatives, l'aggravation des inégalités et le risque d'atteinte à la vie privée des élèves.
La première dame, Dr Mariam Fadel, a insisté sur le fait que relever ces défis nécessite une vision claire qui privilégie l'intérêt supérieur de l'apprenant et garantisse que l'IA demeure un outil de soutien pour les écoles publiques et non un substitut à leur rôle humain et éducatif. La ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif, Mme Houda Bintbaba, a pour sa part souligné que le lancement de cet événement intervient à un moment charnière alors que le monde est témoin des transformations rapides et sans précédent dans le domaine de l'intelligence artificielle, indiquant que l'adoption de ce cadre à ce moment précis sous la supervision de la première dame, Dr Mariam Fadel, témoigne d'une vision tournée vers l'avenir ainsi que d'un engagement ferme à guider judicieusement cette transformation technologique, faisant de l'intelligence artificielle un véritable catalyseur pour le développement des écoles et le renforcement de leur rôle dans le développement humain au service de la société. La ministre a ajouté que cette approche est pleinement alignée avec les orientations stratégiques du président de la République visant à garantir un succès du projet de l'école républicaine. Lui succédant, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Bod Eshfarqa, a abondé dans le même sens, affirmant que ces moments font le lien entre le présent et l'avenir, là où les idées convergent vers des décisions, là où la vision passe du domaine des mots à l'horizon et à l'action. Il a souligné que cet événement représente un tournant décisif, non pas parce que les temps ont changé, mais parce qu'on a choisi de changer. De son côté, le directeur général de l'organisation de la Ligue arabe pour l'éducation, la culture et les sciences, Mohamed Oulamar, a expliqué que ce cadre national va constituer un levier stratégique pour le développement humain et un outil essentiel pour améliorer la qualité des systèmes éducatifs dans le but d'accélérer le rythme du développement durable pour s'adapter aux profondes transformations que connaît le monde. Il est à noter que les participants avaient auparavant visionné 2 films. La première session a présenté les impressions des élèves et des enseignants sur le rôle de l'intelligence artificielle dans l'amélioration des résultats scolaires, tandis que la seconde traitait de l'impact positif attendu de l'IA sur les élèves et les enseignants. Le Premier ministre Al-Mukhtar Ould Daddah a présidé hier, dans les locaux de la primature, la réunion du comité ministériel chargé de préparer la 2e phase du programme de développement de la ville de Nouakchott. Au début de la réunion, le Premier ministre a passé en revue l'état d'avancement de la première phase du programme, soulignant les résultats importants obtenus, notamment le respect strict des délais impartis, l'avancement des travaux du programme ayant dépassé 80% par rapport à l'épuisement de 72% des délais. Il a également félicité les départements ministériels concernés, les autorités locales et les élus pour ces résultats positifs. La réunion a également examiné les propositions soumises pour le développement de la ville, conformément aux directives de son Excellence le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, visant à généraliser l'accès aux services de base d'une part et à développer la ville d'autre part. La présentation comprenait un ensemble de propositions soumises par les autorités locales, notamment les walis, la présidente de la région de Nouakchott, les hakim, les maires des Muqata'a, concernant les principales demandes et priorités de développement afin de répondre aux besoins de la capitale et aux exigences de ses habitants. Enfin, le Premier ministre a enjoint aux ministres, chacun dans son domaine de compétences, d'étudier ces propositions et de formuler leurs observations dans les plus brefs délais. Il a également demandé au comité technique de poursuivre son travail avec les départements, les autorités administratives et les élus, de prendre en compte les observations et les propositions et de présenter le document mis à jour lors de la prochaine réunion afin de permettre une bonne préparation au lancement du programme dans les délais impartis. L'Assemblée nationale a adopté lors de sa séance plénière tenue ce matin, sous la présidence du député Ahmed Mohamed Mahfouz Mbal, son vice-président,
deux projets de loi autorisant la ratification d'une convention cadre de financement sous forme de vente à terme et d'une convention de crédit signée le 18 octobre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et la Banque islamique de développement destinée au financement du projet d'extension du Centre national de cardiologie de Nouakchott. Le ministre des Affaires économiques et du Développement a présenté le gouvernement à cette séance. Bokar Boylaba. Dans son exposé du projet de loi autorisant la ratification de la convention cadre signée le 18 octobre 2025 entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement destinée à financer le projet d'extension du Centre national de cardiologie de Nouakchott, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdullahi Souleymane Cheikh Sidiya, a souligné que l'amélioration du service de santé offert aux citoyens constitue l'un des axes prioritaires du programme du président de la République, M. Mohamed Roucheikh El Ghazouani, précisant que le projet de loi permettra de porter la capacité d'accueil du centre de 126 à 206 lits et de réduire le recours aux évacuations médicales vers l'étranger pour obtenir des soins médicaux cardiovasculaires. Il a indiqué que le projet de loi présenté prévoit l'extension des infrastructures du centre, l'acquisition des équipements médicaux et des installations modernes nécessaires, conformément aux dernières normes techniques en vigueur. Il a précisé que le coût total du projet s'élève à environ 29 260 000 €, ajoutant que le financement actuel de la Banque islamique de développement s'élève à 18 millions €, soit l'équivalent de 834 millions ouguiya accordés sous forme de prêt à terme, remboursable sur 20 ans, dont une période de grâce de 4 ans avec une marge bénéficiaire de 1,9% par an. S'agissant du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 18 octobre 2025 entre la Mauritanie et la Banque islamique de développement destiné à financer le projet d'extension du Centre national de cardiologie de Nouakchott, le ministre a expliqué que ce projet de loi permettra de répondre à la demande croissante de la population en matière de soins de santé spécialisés dans le domaine cardiovasculaire. Il garantira également l'accès à des soins de santé de haute qualité pour les maladies cardiovasculaires et les maladies associées à près de 100% de la population mauritanienne. Abdullahi Souleymane Cheikh Sidiya a annoncé que le projet de loi comprend 4 volets principaux, dont l'extension du Centre national de cardiologie de Nouakchott, qui comprendra un bâtiment de 3 étages d'une superficie totale de 11 500 m² doté d'équipements modernes. Et il a précisé que le financement actuel de la Banque islamique de développement s'élève à 8 180 000 €, soit environ 379 millions ouguiya sous la forme d'un prêt. Les députés ont salué l'importance du projet et la qualité des services fournis par le Centre national de cardiologie. Ils ont également abordé dans leurs interventions la nécessité de faire en sorte que le prêt ait un impact positif sur les prix des services fournis par le Centre national de cardiologie aux patients, tout en préservant la qualité de ces services et la facilité de leur accès. Les parlementaires ont axé en particulier sur le fait de s'assurer que les enfants ayant des besoins spéciaux bénéficient du projet en prenant en charge leurs soins gratuitement et en suivant leur état de santé cardiaque dès les premiers stades. La commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, présidée par le député L'Eid Mohamedan Mbarek, a examiné hier soir les projets de loi suivants. Un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 15 décembre 2025 entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social, destiné à contribuer au financement du projet de renforcement des capacités de stockage, de pompage et de transport d'eau pour la ville de Nouakchott. Le projet de loi numéro 26006 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 15 décembre 2025 entre la République islamique le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le FADES, destiné à contribuer au financement du projet des routes Tintan Ain Farba, Al-Touil, Erkiz, Ntekan, El Bezoul. Le projet de loi numéro 26007 autorisant la ratification d'un accord de prêt signé le 13 décembre 2025 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds saoudien pour le développement destiné au financement du projet d'interconnexion électrique entre la Mauritanie et le Mali et au développement des centrales solaires associées.
Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Abdallah Suleiman Chersidia, a présenté un exposé devant la commission abordant les objectifs des projets de loi susmentionnés et les caractéristiques de chacun d'eux. Nous allons à présent au Trarza où le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur a effectué hier soir une visite de terrain dans plusieurs infrastructures de Rosso. La visite comprenait un projet de logement, l'extension du réseau électrique et l'inauguration d'une école primaire. Bokar Baylaba. Première activité, c'est cette visite du site de construction de 276 unités de logements sociaux dans la ville de Rosso. Sur les lieux, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, Sidi Oul Moulay Zain, accompagné du Wali du Trarza Ahmed Naoul Sidiebe, a été édifié sur le niveau d'avancement des travaux. Le programme d'Ari est une initiative de Ta'azur axée principalement sur la construction de logements sociaux pour les familles vulnérables, mais incluant aussi des projets d'accès à l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé pour améliorer le cadre de vie et l'inclusion sociale. Deuxième activité, c'est cette visite du site de l'extension du réseau électrique au kilomètre 7, une initiative mise également en œuvre par Ta'azur. Troisième activité, c'est cette visite d'une école primaire en construction. Là aussi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion s'est informé de l'état d'avancement du chantier et les moyens déployés afin de mener à bien les travaux. Au cours de ces différentes étapes, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion a donné des instructions aux responsables des travaux afin d'en accélérer l'achèvement tout en tenant compte de la qualité et le respect des cahiers de charges. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Sid Ahmed Oul-Bonnan, a présenté ce matin au Palais des Nations Unies à Genève le rapport national de la République islamique de Mauritanie pour la 4e session de l'examen périodique universel. Retour à Bokar Baylaba. Le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Sid Ahmed Oul-Bonnan, a souligné dans son discours lors de la session d'examen du rapport national de la Mauritanie devant le groupe de travail chargé de la 4e session de l'examen que l'engagement de la Mauritanie à respecter et à promouvoir les droits de l'homme découle premièrement des enseignements de la religion islamique qui a consacré le principe de la préservation de la dignité humaine et du respect de son humanité et de la Constitution nationale qui garantit, en plus des lois pertinentes, la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, indiquant que cet engagement ferme se manifeste par l'adhésion de la Mauritanie à l'ensemble des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ainsi que par sa coopération étroite et continue avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les domaines de la coopération technique et du renforcement des capacités. Il a ajouté que le président de la République, M. Mohamed Rouchi Al-Ghazouani, a établi depuis son accession au pouvoir une approche basée sur l'ouverture à tous les partenaires et acteurs sans discrimination et sur le renforcement de la sérénité et de la paix civile, soulignant que cette vision a servi de boussole à la politique générale du gouvernement et a abouti à des réalisations importantes visant à consolider la cohésion nationale et à traiter toutes les formes d'injustice et d'inégalité. Le commissaire a rappelé que la Mauritanie a accepté lors de la précédente session en 2021 201 recommandations couvrant un large éventail des droits civils et politiques, de droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les droits des groupes spécifiques, indiquant que le gouvernement a pris des mesures importantes pour mettre en œuvre la majorité de ces recommandations, tandis que les efforts se poursuivent pour mettre en œuvre celles qui restent dans le cadre d'une approche progressive basée sur les capacités nationales et les priorités de développement. Il a ajouté qu'en application des recommandations faites à la Mauritanie dans le cadre de la précédente session, le cadre législatif et institutionnel régissant les droits de l'homme a connu de nombreuses améliorations rapides, au cours desquelles une série de nouvelles lois ont été adoptées, renforçant la protection des droits et libertés et contribuant à harmoniser le système juridique national avec les dispositions des traités internationaux pertinents, citant parmi ces textes, à titre d'exemple non exhaustif, la loi relative aux associations, organismes et réseaux qui a approuvé le système de déclaration au lieu du système d'autorisation préalable et la loi d'orientation du système éducatif national
qui consacre le projet d'école républicaine et étend l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 15 ans, ainsi que les lois de lutte contre la corruption, de promotion des partis politiques, de liberté de la presse, de réglementation de l'immigration, en plus du texte relatif à la détermination de la liste des travaux dangereux et interdits aux enfants. Il a également souligné que ces mesures comprennent des efforts pour réformer et renforcer l'efficacité des institutions liées aux droits de l'homme, créer de nouvelles institutions et développer et soutenir les différents acteurs et militants dans ce domaine. À cet égard, l'Observatoire national des droits de la femme et de la jeune fille, l'Autorité nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, le tribunal spécialisé dans la lutte contre l'esclavage, la traite des personnes et le trafic de migrants, l'Autorité nationale de lutte contre la corruption, l'Institut supérieur de la magistrature, l'Autorité de protection des données à caractère personnel et l'Observatoire national de l'environnement et du littoral ont été créés, en plus du comité technique multisectoriel chargé de l'élaboration des rapports et du suivi des recommandations dans le domaine des droits de l'homme. Le commissaire a indiqué que la Mauritanie a adopté en 2023 une stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme pour la période 2024-2028, la première du genre qui intègre les recommandations acceptées lors de la 3e session de l'examen périodique universel, dans le but de renforcer l'état de droit, de réaliser la justice sociale et de garantir la jouissance effective des droits de l'homme dans un cadre de stabilité, de réforme et de bonne gouvernance. Il a rappelé les progrès réalisés dans le domaine de la promotion des droits civils et politiques, des libertés publiques, de la justice, de l'accès à l'état civil, des droits des femmes, de la protection des droits de l'enfant et de la promotion et protection des droits des personnes handicapées dans le domaine des droits économiques et sociaux, de la décentralisation, de l'extension de la couverture sanitaire, de l'environnement, de l'accès durable à l'eau et à l'assainissement et de la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme, en plus des progrès réalisés dans la lutte contre la corruption et la traite des personnes. Lors de l'examen du rapport annuel de la Mauritanie, des représentants de 100 pays sont intervenus, saluant les progrès réalisés dans le dossier des droits de l'homme du pays, notamment en matière de renforcement de la protection sociale, d'adoption et de mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de protection des droits de l'homme et d'autres domaines connexes qui ont connu ces dernières années des mesures concrètes pour la promotion et la protection des droits de l'homme. En conclusion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Sid Ahmed El-Bennan, a exprimé sa sincère gratitude à tous les délégués et membres du Conseil distingué pour leurs précieuses observations, leurs questions pertinentes et leurs recommandations constructives, remerciant chaleureusement les États membres de la Troïka, Côte d'Ivoire, Slovénie et îles Marshall, pour les efforts qu'ils ont déployés dans la délibération du rapport de la Mauritanie, réaffirmant l'engagement inébranlable de notre pays à protéger et à promouvoir les droits de l'homme. L'Union mondiale des écrivains Hassania a lancé hier soir ses activités pour l'année 2026, honorant un certain nombre de personnalités dans les domaines de la littérature, de l'art, du travail social et humanitaire au cours de l'année 2025. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Sidi Mohamed El-Jaddou, de souligner que la culture et la littérature occupent une place centrale dans la vision du président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, une vision que le gouvernement s'efforce de concrétiser sur le terrain afin de renforcer la conscience collective et d'avancer et d'ancrer les valeurs d'unité nationale et d'appartenance en soutenant la créativité et en encourageant les initiatives culturelles sérieuses. De son côté, le maire de la commune du Ksar, Mohamed Salem Ould Amar, a indiqué que la culture hassania n'est pas seulement un héritage linguistique ou artistique, mais qu'elle est la mémoire d'une nation et la conscience d'une société, un pont de communication entre le passé et le présent et un rempart inébranlable qui préserve les valeurs et renforce l'unité nationale. De son côté, le président de l'Union des écrivains de langue hassania, M. Doul Benyouk, a déclaré que le hassania, avec sa riche culture, est une langue d'amour et de fraternité et un moyen de communication humain entre les différents peuples. Ainsi prend fin cette édition. Je vous en rappelle les principales informations.
Le président de la République reçoit en audience au palais présidentiel une délégation de la fondation chinoise GX. La première dame supervise le lancement du cadre national pour l'intelligence artificielle au service de l'école républicaine. Le Premier ministre préside une réunion du comité ministériel chargé de préparer la deuxième phase du programme de développement de la ville de Nouakchott. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.